Salut les meufs, salut les mecs, bonsoir à tous. Bienvenue sur cette deuxième émission cool consacrée à la conscientaisie. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets principaux mais très importants, y compris pour ceux qui n'ont pas de philosophie particulière. Nous allons d'abord parler du conscient et ensuite, vous l'avez deviné, de l'inconscient. Voilà, on va commencer à traiter tout ce qui concerne le conscient. Donc Dorian, c'est à toi. Donc la conscience, pour moi, est en deux parties. Chaque être, chacun du tout, est un être conscient. Qu'est-ce qu'un être conscient? On en a parlé dans la précédente émission. Est-ce que tu te souviens? Tu peux le répéter si tu veux. Je te laisse l'expliquer. Un être conscient, c'est un être qui cherche à être, à persister dans l'être et à augmenter sa puissance d'être. D'accord? Donc, chaque être conscient a une part consciente et une part inconsciente. La part inconsciente n'est pas connectée forcément au conscient. Par exemple, on en a parlé la dernière fois dans l'émission, est-ce que tu as conscience de ton bracelet qui est en contact avec ta peau tous les jours, au quotidien, à chaque instant? Tu m'as répondu non. On est d'accord? Exact. Donc, on a tous une part inconscient et une part de conscient. Le but, en conscientaisie, c'est de basculer, effectivement, comme tu l'as répété la dernière fois, comme tu me l'as dit, c'est de basculer la part inconscient dans le conscient. Il y a des tas de choses au quotidien dont on n'a pas conscience. On n'a pas conscience de la façon dont on marche, par exemple. On n'a pas conscience des mécanismes sous-jacents qui nous conduisent à faire tel ou tel choix. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain, entre deux choix, choix A ou choix B, choisit le A ou le B? Je pose la question, moi. Qu'est-ce qui fait ça? Ça, c'est un petit peu, je dirais, ce qu'on appelle en sport de combat le cerveau reptilien. Quand vous marchez, vous ne dites pas « je bascule la jambe à 40 degrés, ceci, cela ». C'est automatiquement fait. Quand on vous fait 10 fois un coup porté, et que vous faites 10 fois un mouvement pour parer, bien, le jour où ça se produira réellement, vous n'aurez pas besoin de le calculer, on vous menacera, c'est votre cerveau reptilien qui vous fera parer le coup, vous ne vous en serez pas rendu compte. Conscient. Si on veut te tabasser dans la rue et que tu as le réflexe de parer le coup, c'est inconscient parce que tu as préparé consciemment ton inconscient. Chaque être conscient, quand je dis être conscient, c'est qu'il a une part de conscient, il a aussi une part d'inconscient. Chaque être a une conscience. Et quand on est un être conscient, on a tous une part d'inconscient et d'inconscient. Ok, bon, ça on est bon. Jusque-là, on se suit. Bon, maintenant, lorsque je veux faire un choix entre A ou B, qu'est-ce qui va me motiver à choisir A ou B? C'était la question que je t'ai posée tout à l'heure. Je ne saurais pas te répondre. Eh bien, moi, je peux t'expliquer si tu veux avec ma façon de voir les choses. Je n'ai pas la vérité, je n'ai jamais dit que je détenais la vérité, c'est ma vérité, chacun sa vérité, chacun ses croyances. On est d'accord jusque-là, hein? Tout ce que je dis n'engage que moi-même. Je le précise. Évident. Bon. Qu'est-ce qui conduit un être humain à choisir entre A et B? Eh bien, lorsque tu as deux choix qui se présentent en toi, ton cerveau va créer deux représentations mentales des choix que tu vas faire. Une représentation mentale anticipée. C'est-à-dire que ton cerveau va t'imaginer dans la situation future si tu réalises ce choix A ou ce choix B. Deux représentations mentales. Les représentations mentales sont liées à des affects. Un affect, c'est quoi? C'est un changement d'état émotionnel. On a les affects positifs, les affects négatifs. L'affect positif, c'est la joie. L'affect négatif, c'est la tristesse. Donc ton cerveau, quand il va construire deux représentations mentales, il va associer à chacune des représentations mentales l'affect résultant de toutes les représentations mentales liées à cette représentation mentale. C'est-à-dire, je te dis un exemple, si je te dis pomme, comme ça, je te dis pomme, ok? Une pomme. Dis-moi les mots qui te viennent ensuite. Golden? Ok, ensuite. Disons 3. 3. Ramassage? Ok, vas-y, 3. Trop cher? C'est pas mal. Bon, tu vois, voilà, là on voit la configuration de ton esprit. C'est-à-dire que pour la représentation mentale pomme, tu as une représentation mentale trop chère, gold, et c'était quoi l'autre? Il faut les ramasser. Ramassage. Tu vois, moi si on me dit pomme, c'est pas du tout la même chose. La représentation mentale de pomme pour moi est liée à la représentation mentale d'un arbre. Donc pomme, représentation mentale d'une sphère. Sphère, planète, tu vois, planète, galaxie. Moi je suis pas du tout dans la même configuration que toi. Et chaque représentation mentale des différents objets mentaux sont liés à des affects, positifs ou négatifs. C'est-à-dire que si un jour on t'a obligé à bouffer une pomme et qu'on te l'a englouti dans la gorge de force et que t'as vomi après, et ben là, si je te dis pomme,
la représentation mentale de la pomme va être associée à un affect négatif. Ça, je suis d'accord. Donc, pareil, si on te demande de faire un choix entre A et B, qu'est-ce qui va se passer? Représentation mentale de A, représentation mentale de B est créée par le cerveau. La représentation mentale est créée à partir de quoi? Du passé. Des mémoires du passé. Et donc, il va construire cette représentation mentale A ou B à partir des représentations mentales du passé qui ont tout un affect négatif ou positif. Et du coup, c'est l'association de tous ces affects qui va construire si le choix A va être positif ou négatif. Et l'être humain, comme un robot, va choisir l'affect le moins négatif possible, qui est associé à la construction de ces représentations mentales. Certes, mais alors avoue que quand même, le fait d'associer à la pomme une planète ou je ne sais quoi, alors que moi je vais associer quelque chose de plus concret, c'est quand même un petit peu... c'est pas du tout la même chose. C'est absolument... Nous sommes tous uniques, infiniment différents et singuliers. Nous avons tous nos propres représentations mentales. Nous n'avons... Personne d'entre nous n'a exactement la même représentation mentale d'une chose. Toute chose que nous avons dans la tête, toute chose que nous construisons dans la tête, tu me parles d'une paire de lunettes, moi je vais avoir une représentation mentale construite à partir d'autres représentations mentales issues de mon passé, et donc des affects de mon passé, et qui vont être complètement différents de toi. On a chacun une vie qui nous est propre. Et de là, nos choix vont être différents. C'est ça qui fait la différence. N'as-tu pas l'impression quand même qu'il doit y avoir une certaine logique dans la représentation mentale? Par exemple, moi, je vous dirais qu'il suis très rationaliste. Si un psychiatre me posait la question, si je vous parle d'un rhinocéros et que je vous parle d'un cheval, qu'est-ce que vous voyez? Je répondrais une licorne. Oui, ben moi j'ai pensé à une corne dans le cul, je suis désolé. Désolé, ça va pas t'aller ce que j'ai dit, mais... Laissez les téléspectateurs apprécier, c'est super cool. On continue. Non mais tu vois le truc. Oui, absolument. T'as compris cette histoire de représentation mentale? Oui. Donc je pense à une pomme, j'ai la représentation mentale cognitive de la pomme, j'ai la représentation mentale, j'ai l'autre face, plutôt si tu veux, qui est émotionnelle. Chaque représentation mentale, je pense à une souris, je pense à un briquet, je pense à n'importe quoi, j'ai un affect associé à la représentation mentale, négatif ou positif. Cet affect est construit à partir de quoi? À partir des affects qui ont permis de construire la représentation mentale courante. Si moi, la pomme, c'est la planète, c'est la galaxie, c'est, je sais pas moi, un cœur qui ressemble à l'amour, je vais avoir des affects associés à la planète, à la galaxie, pour moi c'est très positif, l'amour c'est très positif, du coup la pomme va me provoquer un affect positif en moi. Du coup si tu me proposes une pomme ou une mandarine, alors que j'ai failli m'étouffer avec une mandarine quand j'étais petit, quand j'avais 4 ans, affect négatif très puissant, tu vois, je vais choisir la pomme. Parce que mon mental a ces représentations des choses de la vie et à associer les affects à chaque fois. Si j'ai bien compris, la belle demoiselle Blanche-Neige à qui on a fait manger une pomme empoisonnée devrait plus jamais aimer les pommes. Pas forcément. Ça dépend en fait du nombre d'événements qui se sont produits dans la vie. Si pendant 10 milliards de fois tu as kiffé la pomme et ça a été associé à des moments très agréables dans ta vie, et qu'il y a une fois où il y a eu un affect négatif, si l'affect négatif n'est pas plus puissant que l'ensemble des affects positifs de tous les autres événements liés à cette représentation mentale de la pomme, alors tu choisiras encore la pomme. Ça c'est très important parce que c'est quelque chose qui effectivement peut se ressentir dans la vie de tous les jours, indépendamment de toute philosophie. Bah, c'est complètement déterministe et c'est vraiment la causalité universelle, quoi. C'est très intéressant parce que là, ça permet justement de faire, si je peux me permettre, une transition sur ce qui est peut-être très important, c'est-à-dire la deuxième partie, qui serait l'inconscient, justement. Puisque comme tu l'as très souvent dit, on a tous un conscient et un inconscient. Et je t'avais répondu à la fin de la première émission que l'intérêt serait justement de rétrécir un petit peu l'inconscient, si on ne peut pas le faire Pas le disparaître. rétrécir, faire sortir les choses de l'inconscient Tout pour au mettre dans moins, le conscient. essayer de transférer le maximum de choses de l'inconscient vers le conscient. Plus on permettrait de grossir son conscient, pardon, Oui, au détriment de l'inconscient, plus on pourrait plus on est imaginer libre. qu'on a... Et j'ai envie de répondre à quelque chose. Exact. Justement. Moi, je choisis soit la mandarine, soit la pomme. Moi, j'ai choisi la pomme parce que j'ai failli m'étouffer quand j'étais gosse. Et ça m'a provoqué une sorte de trauma avec la mandarine. Mais ça, c'est parce que je l'ai conscientisé. Ça veut dire que j'ai pris conscience de ça. Donc ça veut dire que maintenant que j'ai pris conscience de ça, je suis bien plus libre de choisir la pomme ou la mandarine. Parce que maintenant, je sais très bien que c'était un trauma d'enfance et que je peux très bien prendre la mandarine. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est cool. Ok.
pense qu'il reste encore un petit peu de temps. Dorian, tu voulais encore ajouter quelque chose à propos justement de l'inconscient? Bah, justement, dans l'inconscient, il y a ce qui provoque des désirs actifs ou passifs. Je parle pas de sexualité, je Oh, mais parle je pas me serais de... pas permis. Voilà, hein. Je parle du fait que parfois, dans la vie, on a des envies. J'ai envie de dire des désirs. Par exemple, il peut y avoir le gars qui se dit, oh, le petit jeune là, qui grandit dans une famille d'avocats, dans lequel ses parents lui disent, oui, toute sa vie, hein, ils vont lui dire, oui, tu seras comme nous, de très grands avocats et tout, tu seras vraiment génial et tout. Eh bien, l'enfant va développer ce qu'on appelle un désir passif. C'est-à-dire que l'enfant, parce qu'il veut être aimé par ses premiers autres, on en a parlé la dernière fois, les Tout premiers à fait. autres. Donc l'enfant a besoin d'être aimé par ses premiers autres et il croit que pour pouvoir être aimé de ses premiers autres, il doit faire ce que ses premiers autres lui disent de faire. Donc si pendant toute ta vie, tu as quelqu'un qui dit oui mon fils, tu seras quelqu'un de génial, tu seras un grand avocat comme nous, eh bien il va développer un désir passif. Passif, ça signifie quoi? Ça signifie que il va avoir un désir qui va être en connexion avec ses premiers autres. Et c'est-à-dire qu'il considère que s'il ne fait pas justement, s'il ne concrétise pas cette réalité d'être avocat, par exemple, dans cet exemple, s'il ne concrétise pas cette idée d'être avocat comme ses premiers autres l'ont dit, alors il ne sera pas aimé de ses premiers autres. Du coup, il va croire, sans le savoir, qu'il veut être avocat. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des études d'avocat. Alors que pourtant, intérieurement, par nature, il est fait pour faire autre chose. Peut-être qu'il a envie d'être un grand chanteur. Peut-être qu'il a envie, je sais pas moi, de faire de la danse. Peut-être qu'il a envie de faire du théâtre. Peut-être qu'il a envie, je sais pas, d'être informaticien. Et c'est ça. Donc le désir passif, c'est un désir qui est finalement la conséquence d'une cause extérieure. C'est-à-dire que ses premiers autres lui disent qu'il doit être avocat. Du coup, il va être avocat pour avoir peur de ne pas être aimé. Et c'est le problème de tout être humain. Chaque être humain doit pouvoir identifier ses désirs actifs et ses désirs passifs. L'inconscient crée des désirs passifs. Est-ce que le profane comme moi peut en déduire qu'en fait, le désir passif, c'est celui qui aura été plus ou moins incrusté au fil du temps dans l'inconscient par des personnes qui l'auront en quelque sorte influencé? Oui. Et que le désir actif serait celui qui, par exemple, moi, sans aucune influence de qui que ce soit, je passais devant la grille d'un aérodrome, je regardais les avions décoller, étant tout petit, et je voulais voler, je voulais être pilote professionnel. Voilà, c'était mon truc, personne ne me l'a jamais dit. Donc ça, c'est un désir actif. Voilà, un désir actif, c'est le désir que tu as par nature, c'est ce qui est en toi. Par moi-même, je dirais. Oui, c'est ce qui est oui, par toi-même. Bah oui, par toi-même. C'est ce qui est en synchronicité avec ton être profond, avec ce que tu es vraiment. Le désir passif, c'est quand finalement tu fais des concessions pour pouvoir être aimé de l'autre. C'est toujours le même problème. Et la plupart des humains, 90% des humains, sont conditionnés par leur désir passif. Et en 2020, il est temps, chacun de nous, chacun de vous, chacun de nous, d'être soi. Parce que on se manque tellement. On se manque quand on n'est pas soi. Il faut être soi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Absolument. On parlait du suicide la dernière fois. Mais le gars qui se suicide, c'est celui qui renonce à être lui. Parce qu'il veut être aimé de l'autre. Je dirais c'est celui qu'on a poussé à l'extrême à ne pas être soi. Oui, sauf qu'il ne faut pas renier la part de responsabilité de la personne. À chaque instant, toi qui veux te suicider, si tu nous écoutes, ne renonce pas à la vie. Tu peux être toi. C'est juste que tu as été conditionné à ne pas être toi. Essaie d'être toi, tu peux être toi. On a besoin de toi sur cette planète. Envoie chier tous ceux qui te prennent la tête, voilà. Je sais pas s'il faut envoyer chier, mais en tout cas, il faut accepter d'être soi et accepter les critiques de l'autre. C'est très difficile. Moi-même, là, je bloque en ce moment sur Facebook parce qu'on m'insulte sans arrêt. Mais Donc non, moi, mais- je bloque au fur et à mesure. Parce que, bon, alors, je suis très démocrate pourtant, mais quand on passe son temps à m'insulter, au bout d'un moment, je dis, bon, écoute, t'as que ça à foutre, moi, j'en ai marre, quoi, tu vois, donc je bloque maintenant. Voilà, donc ça, c'est un petit message pour ceux là qui m'insultent sans arrêt. Ok, c'était super, super cool, super tranquille. On va terminer cette émission. Le troisième épisode, donc, sera consacré à une chose très importante, la puissance du mental. Soyez au rendez-vous avec Dorian Conscientesi et le petit Jimmy, toujours là.